Un avion cargo a fait escale à Tripoli avant d'atterrir le 26 décembre à l'aéroport international de Johannesburg. Il savait que ce jour-là, l'aéroport serait vide. Il transportait de l'argent libyen. L'argent a été introduit illégalement dans le pays. Il n'a jamais été déclaré. They love me, all my people with me. They love me all. Sous le régime de Kadhafi, nous ne sommes pas traités comme des êtres humains. Kadhafi laisse un pays déchiré. Des clans rivaux défient le gouvernement de transition reconnu par la communauté internationale. Nous sommes journalistes et rendons compte de l'évolution de la Libye depuis la mort de Kadhafi. Nous voyons une population livrée à l'anarchie et à la pauvreté. Mais où est passé l'argent libyen ? Sur place, nous apprenons que Kadhafi a transféré des milliards de dollars à l'étranger. Nous décidons de mener l'enquête. Juste après la mort du guide de la Révolution, une petite partie de sa fortune a été retrouvée. Mais il apparaît rapidement qu'il en a caché une grande partie dans différents pays. Nos informateurs nous parlent d'une grosse somme d'argent liquide sortie illégalement du pays fin 2010. Notre piste nous conduit en Afrique du Sud, où nous poursuivons nos recherches avec un journaliste d'investigation. Un témoin a vu l'argent arriver clandestinement à l'aéroport de Johannesburg. Ces révélations déclenchent une véritable chasse au trésor entre deux équipes originaires de Libye et d'Afrique du Sud et composées d'espions, d'agents spéciaux et d'hommes proches du pouvoir. Nous découvrons que tout a commencé avec un trafic d'armes et un certain Eric Goayed. Après des mois de tentatives infructueuses, nous parvenons enfin à entrer en contact avec lui. Nous gagnons progressivement sa confiance. Allô ? Bonjour, monsieur Goayed. Comment allez-vous ? Bien. Nous sommes en Afrique du Sud et nous aimerions vous rencontrer. Bien sûr, pas de problème. Eric Goayed a l'air courtois et discret. Mais il a bien d'autres facettes. Il est tunisien et travaille comme conseiller en Afrique du Sud et en Libye, où il dispose de bons contacts avec les anciens membres du régime de Kadhafi. Il nous raconte son histoire dans sa chambre d'hôtel. Vous voulez encore de l'eau ? Ça va ? Quand avez-vous entendu parler pour la première fois des actifs libyens ? En 2012. Le calme était revenu à Tripoli. Tout le monde pensait que c'était la fin de la guerre et le début d'une nouvelle ère en Libye, avec un nouveau drapeau, de nouveaux dirigeants, etc. Le nouveau gouvernement devait lever une armée. Il avait besoin d'armes, d'hélicoptères, enfin de tout. Eric était un proche de Kadhafi. Mais il n'a pas longtemps hésité lorsque le gouvernement de transition a sollicité ses services.
Les Libyens sont venus en Tunisie pour demander mon aide. J'ai dit, d'accord, je vais en Afrique du Sud pour rencontrer quelques personnes qui seraient prêtes à vendre des armes. Et je suis allé voir Johan Erasmus. Eric Goayed nous présente Johan Erasmus, un marchand d'armes sud-africain. Il faut viser le genou. Oui, Une fois qu'il est à terre, il est à toi. Vise le genou, il ne pourra plus marcher. il est fini. Il est fichu pour le restant de ses jours. Super conseil. Le genou. Le genou, rappelle-t'en. Oui. Nous le rencontrons dans son lieu préféré, le stand de tir. En 2012, Eric est venu me voir pour une livraison d'armes à la Libye. Du fait de mon passé militaire, j'ai des contacts dans l'industrie de l'armement. J'ai une bonne connaissance des armes et je sais comment les manier. L'AK-47 n'est pas l'arme à feu la plus précise, mais elle fait l'affaire. Elle peut tuer un éléphant? Bien sûr. Pendant l'apartheid, mon travail consistait à garder un œil sur l'ennemi, l'ANC. On devait essayer d'infiltrer l'organisation pour la manipuler. Il est foutu. Johan est un type qui sait ce qu'il fait. Il sait tout sur les fabricants d'armes sud-africains. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui connaît son affaire. Un magnum de 2. Johan a toujours sur lui 6 ou 7 couteaux et au moins une arme à feu. Ça fait peur. Les Libyens voulaient 200 hélicoptères de combat Royfolk et plus de 200 canons G5. On a rencontré le ministre de la Défense d'Afrique du Sud. Puis on est allé voir Denel, une excellente entreprise d'armement. On leur a donné notre liste, on a demandé un devis et on en a obtenu un. Combien ça aurait coûté en tout aux Libyens? La commande s'élevait, c'est un chiffre approximatif, à environ 5 milliards de dollars. Rapidement, la question se pose de savoir comment les Libyens pourront réunir une telle somme. Fin 2012, un groupe de personnes triées sur le volet et issues des milieux militaires et des services secrets se retrouve dans un restaurant chic pour parler du contrat d'armes. L'enquêteur Chad Thomas, présent sur place, est témoin de tout ce qui se passe. J'ai assisté à 2 réunions. Il y avait de hauts responsables des services secrets sud-africains. Johan Erasmus était présent, ainsi qu'un type, un Tunisien, je crois, Eric. Au restaurant se trouve aussi l'un des plus célèbres espions d'Afrique du Sud, qui va complètement bouleverser la donne. J'ai rencontré George Darmanovich il y a de nombreuses années dans le milieu des services secrets. Il rassemblait des informations sur tout et tout le monde, y compris les hommes politiques. Il avait de très bons contacts au sein du parti gouvernemental, le Congrès national africain ou ANC. Et il s'entendait bien avec le président Jacob Zuma. Il pouvait être assis à côté de grands criminels, de membres haut placés du gouvernement ou même du président et leur parler d'égal à égal. C'était comme dans un film sur la mafia, dans lequel les mafiosi auraient infiltré la police. George Darmanovich était un agent des services secrets sud-africains. En fait, c'était l'homme de main de Jacob Zuma qui réglait ses problèmes. Il avait un réseau hors pair. Ça arrangeait bien mes affaires de le fréquenter parce que ça me permettait de savoir ce qui se passait. Et puis il m'invitait au restaurant 2 fois par semaine. Au restaurant, Eric Goayed fait la connaissance de George Darmanovich. Il se souvient parfaitement de leur première rencontre. George allait de table en table. Il riait, il parlait fort, il téléphonait. Franchement, j'étais étonné de voir un type comme lui là-bas. Il m'a montré un bordereau de transport aérien avec beaucoup de chiffres.
12,5 milliards de dollars étaient arrivés par un avion qui se trouvait à l'aéroport et dont personne n'était au courant à ce moment-là. Il m'a dit, « Eric, préviens les Libyens qu'on a ici une partie de leur argent et qu'ils peuvent l'utiliser pour acheter des armes. » Vous étiez surpris? Personne n'arrivait à y croire. 12,5 milliards de dollars, c'est énorme. L'avion a atterri avec l'or, les diamants et l'argent liquide de Kadhafi. George était là. Il l'a vu de ses propres yeux. Après avoir entendu les différents témoins de la rencontre, nous voulons parler en personne à George Darmanovich. Il accepte de nous voir, à condition que ce soit à l'extérieur du pays. Il nous propose un petit restaurant à Belgrade, en Serbie, où vit sa famille. Il arrive escorté de son garde du corps qui observe chacun de nos gestes. George va droit au but et accepte qu'on enregistre la conversation. Je vais mettre les faits sur la table tels que je les connais. Le directeur du service des douanes nous a appelés. Il n'appelait jamais ses chefs. Et il nous a demandé de sortir l'argent d'ici. Des camions sont arrivés, on les a chargés. Une grande partie de la cargaison est allée à l'ANC. Je crois que l'argent a été transporté à l'aérodrome de Waterkloof, à Pretoria. Puis il a été réparti sur plusieurs bases aériennes. Tout le monde semble nier l'existence de l'argent libyen parce que chacun l'utilise à ses propres fins. Mais je peux tous les coincer. J'ai des lettres officielles des douanes. Au bout d'une heure, George reçoit un appel et nous laisse seuls avec de nombreuses questions. Qui a participé à cette opération et quel rôle a joué le parti au pouvoir, l'ANC? George a promis de nous montrer des photos et d'autres preuves à notre prochaine rencontre. Mais il n'y aura pas d'autre rencontre. 6 semaines plus tard, il est tué en pleine rue. The murky world of spies just got murkier. The weekend, the state security agent George Darmanovich was shot and killed in a drive-by shooting in Belgrade, in Serbia. Il a reçu une balle dans le torse et une autre dans la tête. Il est mort peu de temps après. George détenait de nombreux secrets sur l'Afrique du Sud, sur l'argent de Kadhafi, et beaucoup de gens ont dû être contents qu'il soit mort parce qu'il a emporté tout ce qu'il savait dans sa tombe. On ignore le mobile de cet assassinat. Les 2 tueurs à gages sont eux-mêmes retrouvés morts quelques semaines plus tard. Là encore, tout indique qu'il s'agit d'un meurtre commandité. Avec la mort de George Darmanovich, un informateur important a été réduit au silence. Mais cela ne dissuade pas Eric Goayed de continuer à chercher l'argent. Avez-vous cru George? Oui, je l'ai cru. Mais il vaut toujours mieux vérifier. Donc, je suis retourné en Libye, où des gens haut placés ont pu me confirmer que l'argent avait bien été transféré. À Tripoli, il reste des traces de la prospérité du pays. Le pétrole libyen a rendu Kadhafi extrêmement riche. Il a investi dans des hôtels, des yachts. Il possédait des comptes bancaires à l'étranger, des maisons à Londres, et organisait des soirées luxueuses auxquelles même Beyoncé a participé. Nous expliquons à Eric Goayed que nous avons souvent vu des liasses de billets passer de main en main dans les rues de Tripoli. Il nous confirme que l'argent liquide a toujours occupé une place importante en Libye. La Libye avait beaucoup de pétrole. À l'époque de Kadhafi, on extrayait 1,6 million de barils par jour.
L'argent était contrôlé par un seul homme, Kadhafi. Il produisait une certaine quantité de pétrole. Une moitié passait par les canaux officiels et l'autre moitié par le marché noir. On payait en cash, uniquement en cash. On ne parle pas de dizaines de milliards de dollars, mais de bien plus. Une somme colossale. Où entreposait-il son argent? Dans des bunkers. Il y en a beaucoup en Libye. Et pourquoi voulait-il le disperser? Les Libyens m'ont dit que le colonel Kadhafi ne voulait pas garder l'argent dans le pays. Sans doute pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'il pressentait ce qui allait se passer en 2011? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a décidé de sortir tous ses avoirs du pays. Et c'est ce qu'il a fait. Salam alaikum Eric. Oui Eric, comment ça va? Bien, et toi? Ça va, tu me manques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En Afrique du Sud, nous apprenons qu'Eric Goayed et Johan Erasmus prévoyaient d'utiliser l'argent disparu pour payer leurs commandes d'armes. Mais pour cela, ils devaient d'abord le retrouver. Ice and lemon and some serviettes, please. Thanks. Les personnes avec qui je suis en contact m'ont déjà confirmé certaines choses, notamment la manière dont l'argent est entré dans le pays. D'après une lettre, il y aurait eu 179 vols. Mais toutes les informations sur ces vols ont été supprimées. Les pilotes impliqués dans cette affaire sont des militaires. Ils ont peur de se faire tuer. Donc le problème, c'est qu'il y avait de l'argent libyen dans les bunkers de Waterkloof, mais qu'il a été transféré ailleurs. Si Kadhafi a placé des milliards de dollars dans des banques du monde entier, les 12,5 milliards qui ont disparu sont de l'argent liquide, ce qui rend les recherches encore plus compliquées. Mais où est donc l'argent? Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai dû faire appel à des gens qui avaient de bonnes relations. Fanny Fonse est l'homme de la situation. Il a fait partie des forces spéciales, il sait de quoi il parle. Johan Erasmus nous emmène chez son contact, dans la banlieue de Pretoria. Nous sommes curieux de savoir s'il détient d'autres informations. Salut Fanny. Tu fais le ménage? Oui, c'est samedi après-midi. La description de Johan Erasmus est juste. Fanny Fonse est un homme discret qui dispose d'un bon réseau au sein des services secrets. George Darmanovich lui a parlé de l'argent libyen il y a des années de cela. Je connaissais George Darmanovich de réputation. Quel genre d'informations vous a-t-il donné? Il m'a fourni plusieurs photos de l'argent. Il était à l'aéroport quand le pactole est arrivé et il a pris des photos. Et ces photos sont où maintenant? Je les ai sur un téléphone que je n'utilise plus. Fanny Fonse a en sa possession les photos dont George a parlé avant sa mort. Mais il a besoin d'un nouveau chargeur pour son vieux téléphone. Ça vient. C'est une des photos que George m'a données. C'est l'argent libyen envoyé en Afrique du Sud en 2010. Oui. Il le faisait sortir dans des containers. Dès que j'ai eu vent du montant en question, j'ai compris que c'était une chance à saisir. Début 2014, le projet d'achat d'armes est abandonné. Eric et Johan découvrent alors qu'il existe un meilleur moyen de s'enrichir.
Ce qui était au départ un projet légitime, celui de trouver des fonds pour l'achat d'armes, est devenu une chasse au trésor sans vergogne. Ils faisaient désormais partie d'une équipe de personnes triées sur le volet qui cherchaient l'argent, l'or et les diamants de Kadhafi cachés en Afrique du Sud. Le gouvernement de transition libyen offre une récompense à ceux qui retrouveront tout ou partie de l'argent à l'étranger. Les Libyens promettaient de verser une commission à ceux qui mettraient la main sur le magot. Donc on toucherait un pourcentage si on le trouvait. La loi libyenne fixe la commission à 10%, ce qui fait 1,25 milliard de dollars. C'est comme le mythe du chaudron d'or caché au pied de l'arc-en-ciel. Quand on a autant d'argent, on n'a plus jamais besoin de travailler et on peut vivre dans le luxe comme une star de cinéma. Je pense qu'ils ont vraiment cru tirer le gros lot. Alléché par la perspective de toucher les 10% de commission, Eric Goayed monte dans le premier avion pour la Libye. Dès que George Darmanovich m'a donné le document qui prouvait l'existence des 12,5 milliards, je l'ai remis au président libyen. Parce qu'il fallait un mandat du gouvernement libyen pour pouvoir récupérer l'argent. À Tripoli, une bonne et une mauvaise nouvelle attendent Eric Goayed. La bonne nouvelle, le gouvernement libyen offre bien une récompense de 10%. La mauvaise, il est mis hors jeu. Le président libyen a fait appel au directeur du service de recouvrement des avoirs. Il a mis aussi Taha Bouhichi sur le coup et c'est là que les problèmes ont commencé. La chasse aux milliards de Kadhafi se transforme en compétition acharnée entre deux équipes. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'affaire, nous devons en savoir plus sur l'autre camp. Les autorités libyennes mandatent officiellement Taha Bouhichi, un homme d'affaires doté d'un bon carnet d'adresses. Il est approché par nos contacts et finit par accepter de nous parler. Monsieur Bouhichi ? Bonjour, comment ça va? Vous êtes à Tripoli ? Oui, je suis à Tripoli. Comment ça se passe en Libye ? Tout va bien. On commence à reconstruire le pays. On travaille très dur pour ça. Mais il faut d'abord récupérer tout ce qui a été pris aux Libyens. C'est la mission que le gouvernement et le peuple libyen nous ont confiée. Comment comptez-vous faire pour récupérer l'argent ? On doit aller en Afrique du Sud pour négocier. Qui est votre contact en Afrique du Sud ? Je traite toujours avec Tito. C'est un très bon ami. Depuis plus de 20 ans, Tito Maleka est le chef des services de renseignement occulte de l'ANC. Pour sa propre sécurité, il a toujours gardé son identité secrète. Il ne quitte presque jamais son domicile et il n'existe aucune photo officielle de lui. Pour la première fois, il accepte de sortir de l'ombre pour nous dire ce qu'il sait sur l'argent libyen et pour défendre l'ANC auquel il est très attaché. Les Libyens sont venus me voir avec leur représentant, Taha Bouhichi. Ils étaient très en colère. Ils m'ont dit que l'ANC avait pris leur argent. J'ai répondu, l'ANC ? Expliquez-moi, comment l'ANC est impliquée dans cette affaire ? Ils ont parlé de Matthew Posa, le trésorier de l'ANC, et de Jacob Zuma. J'ai protesté, ce n'est pas l'ANC. On n'a pas volé votre argent. J'ai confiance en l'ANC. Tito Maleka a été fidèle toute sa vie à l'ANC. Je voulais combattre le régime de l'apartheid. J'y étais fermement résolu. J'ai passé 17 ans en prison à Robben Island. Mandela y était aussi. C'était un camarade. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela,
a free man taking his first steps into a new South Africa. Après notre libération, Mandela est venu me demander de veiller sur l'ANC. Je suis devenu le chef de sécurité du parti. Mais ce n'était qu'une couverture. En gros, je faisais du renseignement. Quand Taha a accusé l'ANC d'avoir volé l'argent libyen, j'ai décidé de défendre l'ANC, en essayant de régler le problème en dehors des instances internes du parti. J'ai appelé le docteur Jackie. C'est un de mes camarades et un proche de Zuma. Bien qu'il soit chef de la sécurité, Tito n'est pas spécialement proche du leader de l'ANC, Jacob Zuma. Il se tourne donc vers son ami, Jackie Mpafudi, qui a de meilleures relations avec lui. Il nous conduit à la villa de Jackie. Jackie. Tito est un fidèle partisan de l'ANC. Je le connais depuis 1990, l'année où ils sont sortis de prison. Je suis moi-même membre de l'ANC. Je suis pédiatre et je m'occupais autrefois de Winnie, la femme de Mandela, aujourd'hui décédée, ainsi que de la plupart de ses petits-enfants. À présent, je dirige une entreprise d'ingénierie ferroviaire. Jackie se souvient comment il a rejoint la chasse au trésor. Tito m'avait expliqué que des Libyens essayaient de retrouver les avoirs du colonel Kadhafi. Des diamants, de l'or et des espèces cachés dans des lieux secrets. J'ai d'abord contacté Taha Bouhichi. Je lui ai dit, le seul moyen pour vous d'avancer dans cette affaire est de rencontrer le président du pays. Vous avez beau être en colère et clamer que l'Afrique du Sud a volé votre argent, tant que vous ne parlerez pas au président, vous ne saurez pas la vérité. J'ai réussi à organiser une rencontre. Où est-ce qu'elle a eu lieu? À Nkandla, là où habite Jacob Zuma. On a pris ma voiture pour se rendre à sa propriété. Le président s'est montré très accueillant. Il nous a dit « C'est vrai, je suis le président, mais c'est le ministre des Finances qui traite ce genre de dossier. » On a donc rencontré le ministre des Finances. Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Il a dit « Nous avons connaissance de certains avoirs. À vous de nous dire à quels actifs vous pensez exactement. Nous pourrons comparer avec nos dossiers et nous organiserons une nouvelle réunion. » Et on en est resté là. Le ministre des Finances était donc au courant de l'argent en Afrique du Sud? Oui, j'ai le procès-verbal de la réunion. Je peux le voir? Je vais le chercher, il est dans la voiture. Voici le procès-verbal de la réunion sur les avoirs libyens en Afrique du Sud. Je l'ai rédigé moi-même, puis envoyé au ministre et à tous les participants de la réunion. Je ne voulais pas me contenter d'un accord oral. Je souhaitais garder une trace écrite. Pourquoi avoir écrit ce procès-verbal? C'était la preuve que l'argent libyen était là. Muni du mandat libyen et convaincu d'avoir le soutien du gouvernement sud-africain, le groupe de Tito Maleka pense pouvoir rendre l'argent. Nous avons rencontré à présent les protagonistes des deux groupes rivaux. D'abord l'équipe d'Eric, en relation avec les services de sécurité, puis l'équipe de Tito, qui a de bons contacts au sein du gouvernement sud-africain. Tous savent à qui doivent revenir les 12,5 milliards de dollars. Les Libyens seuls peuvent prétendre à cet argent. Il doit retourner de là où il vient. Mais ils ne cachent pas leur vraie motivation. Les gars, vous récupérez votre argent, moins notre commission. C'est simple. On a dit au gouvernement libyen,
On règle cette affaire en votre nom, donc on demande une compensation. La seule exception est peut-être Tito Maleka. À lui aussi on a promis une commission, mais il dit se préoccuper avant tout de la réputation de l'ANC et du bien-être du peuple libyen. Pourquoi voulez-vous aider les Libyens? Pour qu'ils soient libres et puissent développer eux-mêmes leur pays. Ce n'est pas notre argent. Même s'il a été mis sur la touche par le gouvernement libyen, Eric reste fermement décidé à retrouver l'argent. Il se tourne vers ses contacts de l'ancien régime libyen et arrange une rencontre avec eux à Tunis. Beaucoup ont fui la Libye après la chute de Kadhafi. Mais ils ont toujours le bras long. Ces hommes sont toujours fidèles à Kadhafi. Ce sont des patriotes et des combattants. Ils feront tout leur possible pour que leur pays ait un avenir. On veut s'assurer que l'argent ne tombe pas en de mauvaises mains. Après toutes ces années d'efforts, Vos efforts seront récompensés par les Libyens. Pourquoi ne vivez-vous plus en Libye? Les Libyens qui travaillaient pour le gouvernement avant 2011 sont considérés comme des membres de l'ancien régime. Quelles étaient vos relations avec M. Kadhafi? Je suis un citoyen libyen qui aime Mouammar Kadhafi. J'étais prédicateur et imam. On m'appelait le Moufti de Kadhafi et j'étais fier d'être à ses côtés. Dès le début des événements en 2011, j'ai combattu avec les mots et les armes tous ceux qui essayaient de détruire la Libye. Un grand nombre de Libyens n'arrivent toujours pas à croire que Mouammar Kadhafi est mort. Kadhafi était un père, un guide et un frère. Il vous manque? Il me manque beaucoup. On peut faire une pause. Veuillez m'excuser. Quand Eric vous a dit qu'il y avait des milliards de dollars libyens en Afrique du Sud, avez-vous été surpris? Non, je n'ai pas été surpris. Je savais que cet argent existait. Kadhafi a fait sortir l'argent pour le mettre à l'abri. C'est ça. De combien parle-t-on? 2 milliards? 2 milliards, oui. Mais ils ont été volés par d'autres pays. Cet argent appartient au peuple libyen et à personne d'autre. Les fidèles de Kadhafi nous confirment que des milliards de dollars en espèces sont sortis clandestinement du pays. Mais pourquoi l'Afrique du Sud? Pour répondre à cette question, un retour dans le passé s'impose. Revenons à l'histoire de Kadhafi et à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Avant d'accéder au pouvoir, le parti en place actuellement était un mouvement de libération. Et comme beaucoup d'autres, il était financé par des fonds de Kadhafi. Il y avait donc bien un lien entre la Libye et l'ANC. Aziz Pahad, ancien haut responsable de l'ANC, accepte d'évoquer ses relations financières entre la Libye et l'ANC. J'ai été le premier vice-ministre des Affaires étrangères nommé par le gouvernement Mandela en 1994. J'ai eu le privilège de faire très tôt la connaissance de Mandela. On a grandi ensemble et on s'est engagé ensemble dans la lutte pour la liberté. We believe that the violence in our country is well organized, orchestrated and planned. L'ANC était interdit depuis les années 1960. Nous étions un mouvement démocratique de masse. Mais l'ANC avait besoin d'argent. Les premières élections coûtaient très cher.
Au début, Mandela collectait surtout des fonds. Et il était très doué pour ça. Mandela n'acceptait jamais un refus. Je suis allé en Libye avec lui. Kadhafi ne faisait jamais venir personne chez lui. Les rencontres avaient lieu dans une tente. Il avait aussi une personnalité très charismatique et il s'est bien entendu avec Mandela. On a reçu des sommes importantes de Kadhafi. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je dirais que c'était environ 15 millions de dollars. Comment cet argent a-t-il été transporté? Il devait être dans des valises. On prenait toujours des espèces avec nous, peu importe qui accompagnait Mandela. Avec l'argent de Kadhafi, Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. I stand before you, free at last. The rainbow people of God, let us give him our way. Peu de gens savent que le petit-fils de Mandela s'appelle Kadhafi. Pourquoi lui a-t-il donné ce nom? Mandela l'a appelé Kadhafi parce que les deux hommes étaient proches. Mandela a été invité à une émission de la télévision américaine et l'animateur Ted Koppel lui a demandé pourquoi il était toujours en contact avec Kadhafi. Mandela a répondu « Ce n'est pas à vous de choisir nos amis. Où étiez-vous quand nous avions besoin d'aide, que des balles tuaient nos enfants et que le gouvernement de l'apartheid triomphait? Où étiez-vous » Those of us who share your struggle for human rights and against apartheid have been somewhat disappointed by the models of human rights that you have held up. You have told Gaddafi that you applaud him on his record of human rights. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Mandela était comme ça. Il savait bien qu'il fallait aider les gens qui vous avaient aidé. En 1999, Mandela se retire de la vie politique. Et une fois encore, l'ANC bénéficie du soutien financier de Kadhafi pour faire élire son nouveau candidat, Thabo Mbeki. Kadhafi a dû se montrer très généreux, peut-être pas autant qu'avec Mandela. Mais personne ne donne de l'argent sans rien attendre en retour. Il voulait créer une Afrique unie et en être le premier dirigeant. Il voulait devenir le roi d'Afrique. Thabo Mbeki y était opposé. Il disait qu'on ne pouvait pas avoir une Afrique unie avec un roi. Ça a mis Kadhafi en colère. Il en a fait une affaire personnelle. Il s'est senti insulté. Et ça a été le clash. Kadhafi est reparti furieux. Il a dit « Je préviens les chefs d'État qui ne veulent pas d'une Afrique unie dont je serai le roi. Nous allons monter vos peuples contre vous. » Et il a mis sa menace à exécution. La façon dont Kadhafi se venge de Thabo Mbeki convainc Tito Maleka que l'ANC pourrait bien être impliquée dans la disparition de l'argent libyen. Kadhafi a aidé financièrement Jacob Zuma à devenir le président de l'ANC afin de l'avoir sous sa coupe. Les Libyens disent que c'est pour cela qu'il a donné de l'argent, en cash. Kadhafi ne faisait pas de chèques.
En 2007, Jacob Zuma se présente contre Thabo Mbeki à la présidence de l'ANC. Tito Maleka nous emmène là où tout s'est passé, à Polokwane. Vous voyez ce champ? C'est ici que la conférence nationale de l'ANC a eu lieu en 2007. Il pleuvait très fort. Le sol était boueux. C'était horrible. Vous dites que Kadhafi a soutenu Zuma? Il lui a donné de l'argent, ce qui a permis de mobiliser certains membres de l'ANC pour renverser Thabo Mbeki. L'heure était à la vengeance. Aziz Pahad entend lui aussi parler de l'ingérence de Kadhafi et voit les effets que cela produit sur l'ANC. Pour la première fois, l'ANC était divisée en deux camps, la fraction Mbeki et la fraction Zuma. Le bruit courait que Zuma avait reçu des fonds de l'étranger. Tito est persuadé que Zuma a été élu président de l'ANC avec l'argent de Kadhafi. En contrepartie, le dirigeant libyen compte sur le soutien de Zuma pour devenir roi d'Afrique. Votes received by Comrade Thabo Mbeki, 1,505. The number of votes received by Comrade Jacob Zuma, 2,329. Même si l'ANC a déjà été tributaire de l'argent de Kadhafi, c'est la première fois que le dirigeant libyen s'implique directement dans les affaires du parti sud-africain. J'avais le cœur brisé. Certaines personnes ont été amenées à faire des choses qui étaient condamnables, immorales et contraires à l'éthique de l'ANC. C'est la leçon à tirer de la conférence de Polokwane. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est là que les choses ont commencé à déraper. Au vu des événements de Polokwane, Tito pense que Zuma avait une dette envers Kadhafi et qu'il était donc prêt à cacher son argent. Muammar Gaddafi, brother leader of Libya, has also arrived. 2 ans après avoir pris la direction de l'ANC, Zuma est élu président de l'Afrique du Sud. Sous les yeux de Muammar Kadhafi. Mais avant qu'il ne puisse réaliser son rêve de devenir roi d'Afrique, des troubles éclatent dans son pays. À partir de 2010, le mouvement de libération connu sous le nom de Printemps arabe se répand dans la région. Des régimes autoritaires sont renversés. La Libye est la prochaine sur la liste. Kadhafi voit son règne menacé. Il décide de faire sortir son argent du pays pour pouvoir, le cas échéant, rebondir à l'étranger. Il a envoyé l'argent à différents chefs d'État de la planète pour qu'ils soient en lieu sûr. Il a mis au point ce plan B au cas où la situation dégénérerait en Libye. Il disperse son trésor de guerre aux 4 coins du monde. Kadhafi fait comprendre qu'il ne va pas céder sans se battre. En Afrique du Sud, nous obtenons davantage d'informations sur le transfert de l'argent. Nous apprenons notamment que des mercenaires sud-africains sont allés en Libye pour protéger Kadhafi. Mener ce genre d'action à l'étranger est illégal. Pour toutes les personnes impliquées, il est donc extrêmement dangereux d'en parler. Mais Fanny Fonseux affirme connaître quelqu'un qui a participé à cette opération et qui en sait peut-être plus sur les avoirs libyens. J'ai vu mon ami qui était en Libye. On a servi dans la même unité de l'armée.
Je sais que c'est dangereux. On a convenu d'un entretien aujourd'hui. Mais voilà le message qu'il vient de m'écrire. J'ai trop peu d'informations sur cette affaire pour pouvoir dire quoi que ce soit. J'ai été malade et je viens juste de me rétablir. Désolé de te laisser tomber. Que s'est-il passé? Je pense qu'on l'a mis en garde ou menacé. Donc, il s'est décommandé. Nous sommes dans une impasse. 7 mois plus tard, après de nombreuses tentatives infructueuses, nous parvenons à contacter nous-mêmes l'ami de Fanny. Allô? Bonjour, Qui êtes-vous? on a eu votre numéro par Fanny. Vous vous rappelez? Ah oui. La dernière fois, on n'a pas pu se rencontrer. Je peux vous poser quelques questions? Vous étiez en Libye, c'est bien ça? Oui. Comment vous êtes-vous retrouvé là-bas? Vous vous rappelez qui vous a recruté? On peut en parler, mais pas au téléphone. D'accord, je comprends. Il accepte enfin de nous rencontrer pour répondre à quelques questions. Il propose un parking abandonné à l'extérieur de la ville, où nous ne pourrons pas être vus. Jusqu'ici, aucun mercenaire sud-africain n'avait jamais parlé de sa mission en Libye. On devait former une petite unité militaire qui travaillait pour un des fils de Kadhafi. Qui vous a recruté? C'est un Sud-Africain qui nous a recrutés. C'était une opération du gouvernement? Je ne sais pas, peut-être. On était payé par des intermédiaires, jamais par les mêmes personnes. Je ne sais pas d'où venait l'argent. Ils nous disaient qu'ils avaient des containers pleins d'argent. Du cash, seulement du cash. Après quelques minutes, il devient nerveux et veut partir. À partir du moment où Tripoli a été attaqué, il fallait partir ou bien on se faisait tuer. Une nuit, on a pris un bateau et on a disparu. Pour la première fois, on nous confirme clairement que des mercenaires sud-africains sont intervenus sur le sol libyen. Nous voulons en apprendre davantage sur le rôle que le gouvernement sud-africain a joué dans le transfert de l'argent. Nous contactons Mahmoud Djibril, qui en sait sans doute plus sur le sujet. Durant le printemps arabe, il était le chef du gouvernement de transition reconnu internationalement qui voulait destituer Kadhafi. Est-ce que vous lui avez parlé? À qui? Kadhafi. Non, personne ne parlait à Kadhafi. Il était inaccessible. Kadhafi a exacerbé la révolte. D'emblée, il a annoncé qu'il allait tuer tous les insurgés et qu'il n'avait aucune intention d'écouter les jeunes qui manifestaient pour leurs droits. La communauté internationale a demandé le départ de Kadhafi. Qu'avez-vous fait? J'ai rencontré Zuma, qui était à l'époque le directeur de la commission étrangère de l'Union africaine. Nous lui avons demandé d'intervenir en lui faisant comprendre l'ampleur de la révolte. Il nous a répondu qu'il allait voir en personne Kadhafi pour le convaincre de démissionner. Au printemps 2011, Zuma s'envole pour la Libye afin de rencontrer Kadhafi. Les deux dirigeants parlent à huis clos pendant plus de 3 heures. Après l'entretien, Zuma appelle Djibril et lui demande de venir en Afrique du Sud pour une entrevue secrète avec lui et le trésorier de l'ANC, Mathieu Posa. Nous sommes allés directement voir Zuma et je lui ai dit « Annoncez-nous la bonne nouvelle, Monsieur le Président ». Il a répondu « Eh bien, j'ai convaincu Kadhafi de vous accorder l'amnistie ». J'étais sous le choc. Kadhafi allait rester? Kadhafi allait rester aux commandes et rien ne changerait.
J'étais en colère. Je lui ai dit, sauf votre respect, si Nelson Mandela était encore en vie, il aurait honte. Mandela était connu comme un dirigeant qui soutenait les droits des peuples partout dans le monde. Et cette révolte était tout à fait légitime. Zuma était furieux. Il s'est écrié « Comment osez-vous me parler sur ce ton ?» Matthew est tout de suite intervenu et je lui ai demandé « Matthew, je t'en prie, conduis-moi à l'aéroport, je ne veux pas rester ici. » Que s'est-il passé lors de la rencontre entre Kadhafi et Zuma? Zuma a retourné sa veste. Comment est-ce possible? J'ignore quelle était sa motivation. Mais Kadhafi investissait beaucoup d'argent dans ses relations avec les autres pays d'Afrique. Zuma est allé voir Kadhafi, qui l'a mis dans sa poche. Mahmoud Djibril en est convaincu. Kadhafi a donné de l'argent à Zuma dans l'espoir qu'il l'aiderait à garder les rênes du pays. Zuma a toujours démenti. De toute façon, ce n'était pas en son pouvoir. La communauté internationale ne voulait plus de Kadhafi. Zuma pouvait encore aider Kadhafi à fuir la Libye. Une partie de l'argent libyen avait été transférée en Afrique du Sud. En dernier recours, Kadhafi envisageait peut-être d'organiser de l'extérieur la résistance contre le nouveau régime libyen. On dit que Kadhafi a continué à transférer son argent jusqu'à la fin en vue de riposter. Un des convois aurait transporté d'énormes sommes d'argent, de l'or et des diamants. On raconte qu'il y avait des Sud-Africains dans ce convoi. Beaucoup de gens me l'ont confirmé. Ils voulaient aller chercher Kadhafi et l'exfiltrer. Je pense que Matthew Posa a dirigé cette opération. C'était aussi le trésorier de l'ANC. Matthew Posa est un homme très puissant. Je le crois capable de tout. Selon nos sources, l'ANC était donc impliquée dans cette affaire. Comme le nom de l'ancien trésorier du parti, Matthew Posa, revient souvent, nous le contactons. Après des mois de tergiversation, il accepte un entretien avec nous, sans caméra, mais avec un micro. Matthew Posa prétend ne pas avoir pris part au recrutement des mercenaires. Mais il reconnaît qu'avec Zuma, il a voulu aider Kadhafi à quitter le pays. Zuma et moi, nous avons averti Kadhafi. On avait un plan. On voulait l'exfiltrer de Tripoli et l'emmener vers le sud. Il fallait trouver un moyen de passer la frontière avec le Niger. Voilà ce qu'on prévoyait de faire. Mais on a perdu le contact avec Kadhafi. Il a disparu. Kadhafi était têtu, il ne voulait pas partir. La dernière fois qu'il a fait parler de lui, il gisait mort avec une baïonnette dans le postérieur. Il ne se serait pas fait tuer s'il nous avait écoutés, Zuma et moi. Matthew Posa admet que Zuma et lui ont proposé un plan de fuite à Kadhafi. Mais où est passé l'argent? C'était Matthew Posa qui gérait les finances. Après des années de vaines recherches, les deux équipes en arrivent à la même conclusion. Il ne s'agit pas de savoir où l'argent est caché, mais qui a la main dessus et avec qui il faut négocier. Je dois parler à ces gens, à commencer par lui. Matthew Posa. Ils sont toujours très actifs. Fanny, Johan et Eric ont eux aussi entendu parler des liens de Matthew Posa avec Kadhafi. Matthew Posa a longtemps été le trésorier de l'ANC. Je pensais qu'il en savait plus sur cette affaire que n'importe qui d'autre.
Alors on l'a contacté pour le rencontrer. Matthew Posa dit à l'équipe d'Eric qu'il peut négocier la remise de l'argent, mais il attend une contrepartie. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait une part de la commission. Nous avons du mal à croire que l'ancien trésorier de l'ANC veut tirer lui aussi parti de l'argent libyen disparu. Fanny nous apporte donc une preuve. Voici l'accord qui a été conclu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? C'est un accord sur le montant de la commission, à payer une fois la mission accomplie. À qui? À Matthew Posa. Avec cette signature, il intégrait donc votre groupe? Ça lui donnait droit à une part des recettes de l'opération. J'étais présent à la signature de l'accord. Selon la loi libyenne, la commission s'élève à 10% et il en touche une partie. Nous sommes encore sous le choc des révélations de Fanny quand l'autre équipe nous donne de ses nouvelles. Matthew Posa s'est également adressé à ce groupe pour profiter de l'argent de Kadhafi. Matthew Posa est venu me dire « Si vous voulez plus d'informations sur cette affaire libyenne, venez me voir, je sais tout. » Il m'a courtisé. « Venez pour qu'on en parle. » Mais j'ai gardé mes distances avec lui. Je ne voulais pas compliquer les choses. Après quelques mois, Matthew Posa semble se désintéresser de la chasse au trésor. Au bout d'un moment, après quelques échanges, il a expliqué qu'il ne pouvait rien faire parce que c'était un dossier trop sensible. Je pense qu'on lui a conseillé de ne plus répondre à nos appels téléphoniques. Nous revenons vers Matthew Posa. Il nous explique qu'il a bien cherché l'argent, mais qu'il a été mis à l'écart par Zuma et ses hommes. Ces types sont venus me voir. Ils m'ont demandé où était l'argent. Je leur ai répondu, si je le savais, je le prendrais pour moi. Ils ont voulu me tenir à distance. En fait, ça me va très bien. Il semblerait que les deux équipes fassent du surplace. Mais fin 2017, nous rencontrons Tito qui veut nous montrer un indice que l'une de ses sources lui a fourni. Cette information provient d'un de mes amis qui a travaillé dans le milieu des services secrets. L'argent était caché dans un entrepôt. Il y avait une inscription en arabe, je l'ai transférée à Taha, qui m'a confirmé qu'il s'agissait d'un dialecte de Sirte. C'était bien de l'argent libyen. Notre but était de le saisir. Y êtes-vous arrivé? Non, on n'y est pas arrivé. Parce qu'entre-temps, l'argent avait été entreposé ailleurs. Il n'arrêtait pas de le changer de place. Grâce aux nouvelles pistes qui surgissent de façon inattendue, la course-poursuite reprend de plus belle. Après plusieurs années de recherche, l'équipe d'Eric décide qu'il est temps de rencontrer ses concurrents. On a fixé un rendez-vous. On voulait savoir ce qui se passait. Reste proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. C'est aussi simple que ça. Johan nous envoie une photo prise au début de la rencontre. Je peux vous montrer une photo? C'est notre rencontre avec les Libyens dans le cabinet de l'avocat. Qui voit-on sur cette photo? Fanny est au milieu, il y a Tito Maleka et Taha Bouichi. Ça m'a permis de faire la connaissance de tous ceux qui venaient de Libye, et surtout de savoir qui étaient les Sud-Africains qui les aidaient. Taha ne savait pas que je parlais arabe, alors cette réunion a été très instructive. J'ai passé 3 heures assis à côté d'un homme qui parlait arabe à un autre et qui tentait de trouver 12,5 milliards sans penser qu'il y avait peut-être quelqu'un dans la salle qui les comprenait. Quels imbéciles! Eric n'est pas libyen, il est tunisien. Alors pourquoi s'intéresse-t-il à une affaire libyenne? Ils sont tous arrivés en se croyant habilités à gérer ce dossier.
Ils voulaient s'enrichir. Un point, c'est tout. Tito Maleka est un enfoiré. Tout ça, c'est n'importe quoi. Ils affirmaient s'être mis d'accord avec les Libyens pour obtenir 10% de la somme. J'ai dit, si vous touchez 10%, vous aurez de la chance. L'essentiel est que cet argent ne tombe pas en de mauvaises mains. C'est la priorité. Ils nous voient peut-être comme des ennemis, mais ce n'est pas l'opinion que j'ai d'eux. Pour moi, ils ne sont pas à leur place, voilà tout. On leur a dit, faites ce que vous avez en tête, on verra où ça vous mènera. Si la rencontre avait pour but de calmer le jeu, elle produit exactement l'effet inverse. La chasse prend un tour personnel et devient encore plus impitoyable. Alors que les recherches s'intensifient en Afrique du Sud pour retrouver l'argent, la situation se dégrade en Libye. En 2018, la lutte de pouvoir entre le gouvernement reconnu internationalement et les troupes du général Haftar déstabilise le pays entier. Plus de 400 000 personnes sont contraintes de prendre la fuite. Tito reçoit régulièrement des nouvelles de Taha. Allô, Tito? Comment ça va? Je suis à Tripoli en ce moment. Comment ça se passe en Libye? La situation n'est vraiment pas normale. On manque de tout. Les gens souffrent. Ils n'ont ni eau ni électricité. Il y a un problème quelque part parce qu'on n'est pas un pays pauvre. Avec cet argent, on pourrait acheter des médicaments, de la nourriture pour les enfants. On pourrait l'utiliser pour un tas de choses. Face aux troubles qui secouent la Libye, les soutiens d'Eric, issus de l'ancien régime de Kadhafi, veulent récupérer au plus vite l'argent disparu pour reconstruire le pays et reprendre le pouvoir aux prochaines élections. Beaucoup de gens veulent que cet argent soit en de bonnes mains. Ils craignent qu'il soit utilisé à mauvais escient en Afrique du Sud ou en Libye. Nous allons reconstruire le pays. C'est notre volonté et celle de Mouammar Kadhafi. L'armée libyenne va rétablir la sécurité et redonner espoir à la population. Ensuite, des élections auront lieu. Pour contrôler le pays, on a besoin d'un leader fort, avec un programme clair. Qui, par exemple? Pour moi, le meilleur candidat est Saïf al-Islam, le fils de Mouammar Kadhafi. Son lieu de résidence est tenu secret, parce qu'il est toujours recherché par la Cour pénale internationale. A warrant of arrest for Saif Gaddafi. His conduct was part of a widespread and systematic attack against the civilian population. Il nous apparaît impossible que Saïf al-Islam, accusé de crimes contre l'humanité, devienne président. Mais Eric est convaincu du contraire. Je lui ai parlé au téléphone il y a quelques semaines. On s'est juste dit qu'il devait rester à l'abri pour pouvoir se présenter aux prochaines élections présidentielles. Êtes-vous en contact avec Saïf? Oui. Comment? Par téléphone. Vous lui parlez souvent? Ça dépend des conditions de sécurité. On ne peut pas l'appeler. C'est lui qui nous contacte. Eric et ses associés estiment qu'avec l'argent libyen, ils pourraient aider Saïf al-Islam à prendre le pouvoir. Maintenant que l'argent a refait surface, il est important de réaliser nos objectifs avec Saïf. Donc, ils m'ont demandé de rester sur l'affaire. Personne d'autre qu'Eric ne peut régler le problème des avoirs libyens. Personne d'autre. Taha? Taha? Allô? Salut! Comment ça va? Bien. Le Tunisien, Eric. Oui? Tu as intenté des poursuites contre lui?
Non, il ne fait rien en Libye. Tu devrais prévenir ton gouvernement. C'est un imposteur. Eric ne représente personne en Libye. J'ai vu à la télé que Saïf était revenu à Sirte. Comment? Saïf, le fils de Kadhafi. Non, n'écoute pas les rumeurs. Il n'y a plus de place ici pour Saïf. Aucun membre de l'ancien régime ne peut reprendre le pouvoir en Libye. C'est fini. D'accord. Ok. Entendu. Nous sommes témoins des tensions grandissantes entre Eric et Taha. Lorsqu'Eric nous invite en Tunisie, nous le trouvons inquiet et en colère. Vous voyez, ils essaient tous de voler l'argent. Ils sont prêts à tout, même à vous tuer. C'est comme une partie d'échecs. Il y a tellement d'argent en jeu et de responsables politiques impliqués. Il faut connaître le prochain coup de l'adversaire. Et s'il est malin, on doit anticiper au moins 10 à 15 coups. D'ordinaire, Eric est quelqu'un de secret. Mais à présent, il va nous expliquer comment il a déjoué ses adversaires. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai suivi Taha Bouhichi à l'hôtel Michelangelo. Il buvait beaucoup et promettait de l'argent à tout le monde. Quand on aura fini, on te donnera 300 000 $, parce qu'on t'aime bien ou parce que tu nous as ouvert la porte. Ils n'agissent pas pour leur pays, mais pour leur intérêt personnel. J'ai envoyé des messages à Taha par l'intermédiaire d'autres personnes, parce qu'il était toujours en travers de mon chemin. « Arrête, tu vas le payer cher. » Il a répondu, « Je côtoie des présidents, je fais ce que je veux. » J'ai appelé Taha. C'est sa fille qui a décroché. J'ai demandé où est Taha. Elle a dit il a été enlevé. Ah bon? Oui, il a été enlevé. J'ai été enlevé à l'aéroport de Tripoli. Ils m'ont poussé dans un van et voilà. Où vous ont-ils emmené? Dans une ferme, dans une cellule d'1 mètre sur 1,5 mètre. Combien de temps êtes-vous resté? Je suis resté là-bas 6 mois. Ils disaient que j'étais un voleur. Ils donnaient de fausses informations. Ça a été une très mauvaise expérience. Taha affirme avoir été enlevé. Mais d'après Eric, tout s'est déroulé dans le respect de la loi. Taha a atterri à Tripoli et on l'a fait descendre de l'avion. Il n'a pas été kidnappé. Il a été arrêté conformément à la loi libyenne et mis en prison sur ordre du procureur général. C'est vous qui vous en êtes occupé? Oui. Je l'ai démasqué en vérifiant quelques documents. Personne d'autre ne pouvait le faire. J'étais le seul à avoir des contacts en Libye. Je voulais qu'ils sachent à qui ils avaient affaire. Nous n'avons pu trouver aucun rapport officiel sur l'arrestation de Taha en Libye. Une chose est sûre, Eric a obtenu ce qu'il voulait. Le mandat officiel libyen pour récupérer l'argent et la mise à l'écart de Taha. Nous partons pour la Libye dans l'espoir d'en apprendre plus. On voudrait vous rencontrer. C'est compliqué comme vous pouvez l'imaginer. Je comprends votre inquiétude au sujet de la sécurité. En effet. Y a-t-il un hôtel où vous aimeriez nous rencontrer? Les hôtels de Tripoli sont tous pareils. Ok. On peut fixer un rendez-vous. J'ai hâte de vous rencontrer. Nous attendons plusieurs heures dans le hall d'un hôtel de Tripoli. Mais Taha ne vient pas. Un peu plus tard, nous recevons un message de Tito qui nous dit que c'est trop dangereux pour Taha. C'est la dernière fois que nous entendons parler de lui. Maintenant que Taha est hors jeu et qu'Eric a le mandat de négociation pour l'argent libyen, Tito a besoin d'aide pour gagner la chasse. Il fait appel à un expert du nom de Brian Crook.
Brian est un camarade. C'est un homme d'affaires. Il possède plusieurs entreprises et il a beaucoup de contacts. J'ai confiance en lui. Tito nous présente Brian dans son bureau. Il est évident qu'il a confiance en lui. J'ai rencontré Tito il y a environ 35 ans. C'est un membre dévoué de l'ANC. Il a été torturé pour ses convictions. Il le porte sur son visage. Tito m'a demandé conseil pour gérer la situation. Le dernier message que j'ai reçu date d'hier. J'ai un bon réseau au sein du gouvernement et je peux organiser des rencontres entre l'Afrique du Sud et la Libye. Bachir Saleh joue un rôle important dans cette affaire et il est toujours là. Brian révèle qu'il y a un homme qui doit être au courant des 12,5 milliards. Celui qu'on appelle le banquier de Kadhafi, Bachir Saleh. Il a fui la Libye après la chute du régime de Kadhafi. C'est le banquier, c'est l'homme de la situation. Bachir Saleh sait beaucoup de choses sur la Libye. C'était le conseiller financier du colonel Muammar Kadhafi. Il sait où est l'argent. Il habite à Johannesburg. Pourquoi on l'autorise à vivre dans notre pays, ça, c'est une autre question. Bachir Saleh est recherché pour escroquerie et corruption. Mais d'après Brian, il vit tranquillement dans une banlieue de Johannesburg. Il figure sur la liste des personnes les plus recherchées par Interpol. Mais il ne se cache pas. Il a une maison à Houghton. Comment peut-il vivre à Johannesburg? Comment? Oui. Apparemment, le gouvernement sud-africain n'a engagé aucune procédure contre lui. Qui le protège? L'État, je pense. L'État. Au Parlement, Zuma est interpellé à ce sujet. Honorable President, at the center of this whole controversy is the name of a certain Bashir Saleh who has been touted as the Gaddafi banker. In that this gentleman has been spotted in South Africa. What is of concern is that this gentleman is on the Interpol's wanted list. And so is the president willing to launch an investigation into that particular aspect so that we can get to the bottom of how these monies actually got into the country? Order. I'm not certain that South Africa has the resources that each time there's a mention of somebody, allegations, somebody's a criminal or whatever is wanted, then South Africa must take it upon itself to investigate. I don't think we can work like that. I don't think so. Whether this man was a Gaddafi man or whatever, whether was involved in the money, I don't know. But I think le démenti de Zuma est suspect. Sur les images où il apparaît avec Kadhafi, Bachir Saleh n'est jamais bien loin. Et cela semble encore plus invraisemblable lorsque nous réécoutons notre entretien avec l'ancien trésorier de l'ANC, Matthew Posa. Lorsque Zuma est arrivé au pouvoir, il a souhaité rencontrer Kadhafi. Nous avons organisé une entrevue et nous nous sommes rendus sur place. Bachir Saleh nous a été présenté comme un responsable libyen. Il a été convenu que lui et moi serions les contacts entre les deux chefs d'État. Tito et Jackie comptent interroger Bachir Saleh pour obtenir enfin des réponses sur l'argent de Kadhafi en Afrique du Sud. Mais avant qu'ils ne puissent le rencontrer, les choses prennent à nouveau une tournure dramatique début 2018. Un soir que Bachir Saleh rentrait chez lui, il a reçu une balle dans l'estomac et on lui a volé son ordinateur portable. Depuis cette agression, il est sur ses gardes. Il a été hospitalisé, je ne sais pas où il est maintenant. La police ne découvrira jamais qui a tiré sur Bachir Saleh. À sa sortie de l'hôpital, il quitte le pays et disparaît des radars.
Tito demande publiquement ce que Jacob Zuma sait sur l'argent disparu de Kadhafi. Mais il s'attaque à plus fort que lui. Ils sont venus m'apporter une lettre. Il était écrit que mon contrat de travail avec l'ANC était résilié avec effet immédiat. Quelque chose de ce style. Je n'avais pas de contrat avec l'ANC, moi. J'ai un contrat avec ma vie. L'ANC fera toujours partie de ma vie. Ma famille, mes neveux, mon oncle en sont membres. Ils ont été en exil ou en prison. Nous sommes l'ANC. Personnellement, l'argent libyen m'a fait beaucoup souffrir. Je me suis senti trahi par certains cadres de l'ANC, ce qui prouve qu'ils ont quelque chose à cacher. Je suis tombé sur une affaire qu'ils veulent mettre sous le tapis. Je déteste les principes de Jacob Zuma. Vous ne verrez jamais une photo de lui dans cette maison. L'équipe de Tito a subi un lourd revers. Et la tension monte dans l'équipe rivale. Salut Eric, quand est-ce qu'on se voit? Quand tu veux. Laisse-moi un mois, je te dirai où on va se rencontrer. J'attends ton coup de fil. Johan est méfiant. Il pense qu'Eric veut le doubler et garder la commission pour lui. Tu n'as pas encore reçu de commission de Kadhafi? Non, pas encore. Je vais m'assurer qu'on touche d'autres commissions. Espérons. Je lui ai laissé mon ordinateur pour qu'il écrive ses mails. Comme j'ai installé un logiciel espion, j'ai pu voir ce qu'il a fait. J'avais un fichier libyen sur mon ordinateur de bureau. Il l'a supprimé. Quand j'ai vu ça, j'ai demandé où était passé ce fichier. Il avait disparu. J'étais vraiment furax. Qu'avez-vous fait? Je lui ai montré mon taser. C'est un pistolet à impulsion électrique de 50 000 volts. Je lui ai dit, tu veux voir ce que ça fait? Il a essayé de m'envoyer une décharge. Puis il a dit que c'était juste pour rigoler. Pourquoi a-t-il fait ça? Je dois dire que c'était assez fou. Mais avec autant d'argent en jeu, n'importe qui perdrait la tête. Je lui ai envoyé un mail. Attention, ne te retourne pas contre moi. On a passé un accord. C'est moi le chef de l'opération. Après cet horrible incident, Eric décide de faire cavalier seul. Johan et Fanny ne sont plus sur le coup. On ne leur demande plus conseil. Ils ne participent plus aux prises de décision. Tout le monde a sa chance. Ils savent que c'est une entreprise risquée. Début 2018, Eric acquiert la conviction que le seul moyen de récupérer l'argent est de négocier directement avec Jacob Zuma. Zuma était censé veiller sur l'argent. Mais il s'est dit que c'était une grosse somme et que c'était intéressant de la garder pour lui. Nous sommes avec lui quand il reçoit un appel d'un haut responsable de l'ANC. Apparemment, il va enfin pouvoir rencontrer Zuma. Bonjour, monsieur. Je vais très bien. Je viens de rentrer en Tunisie. Je voudrais rencontrer le président et lui parler de mon nouveau mandat, pour qu'il soit au courant. Pouvez-vous organiser un rendez-vous quand je serai là? Je pense que je suis dans la dernière ligne droite. Je vais devoir aller en Afrique du Sud pour voir le président Zuma et l'informer de mon mandat. Mais la rencontre n'aura jamais lieu. Impliqué dans plusieurs affaires de corruption, Zuma est contraint de démissionner en février 2018. I have therefore come to the decision to resign as President of the Republic with immediate effect.
Peu de temps après, nous recevons un appel inattendu de l'équipe de Tito qui nous demande de venir en Afrique du Sud. Ils se sont adressés au nouveau gouvernement issu de l'ANC et annoncent une avancée majeure. Il y a des rebondissements très intéressants. Il semblerait qu'on avance. Le gouvernement sud-africain demande aux responsables libyens d'écrire une lettre pour récupérer leurs avoirs. C'est un brouillon. Ils doivent le signer et l'envoyer. Des palettes avec de l'argent liquide, entreposées autrefois à l'aéroport international OR Tambo. Cette cargaison faisait partie des fonds volés. J'ignore où ils sont maintenant. On a toujours su que ces 70 palettes étaient ici. Il y en a peut-être même plus. La lettre doit être signée par le ministre libyen des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et le directeur du service en charge du rapatriement des avoirs. En gros, ce courrier dit « Nous avons identifié des actifs en Afrique du Sud et nous aimerions voir avec vous comment les rapatrier. » Ni plus ni moins. Tito et Jackie m'ont demandé d'appeler les personnes avec qui j'étais en relation en Libye pour savoir comment on allait s'organiser. J'ai contacté le ministre libyen des Finances et il a accepté de nous rencontrer dès qu'il serait disponible. Allô? C'est Brian, comment ça va? Bien, et toi? Bien. Voilà la situation. J'ai pris contact avec le ministre. Il rentre de Turquie et je vais organiser une rencontre. Tu veux m'accompagner? Avec plaisir. Je suis disponible tout le temps. Super. Je vais sans doute lui parler dimanche. Je te tiens au courant. Jackie et Brian prévoient la visite d'une délégation libyenne à Johannesburg pour récupérer l'argent. Quel est le programme? Ils doivent venir ici et s'assurer que le gouvernement s'engage officiellement dans une coopération bilatérale. À ce stade, on est sûr de régler l'affaire d'ici 2-3 mois. Les deux gouvernements y sont disposés maintenant. Mais au printemps 2019, alors que les deux pays s'apprêtent à avancer sur ce dossier, de violents combats éclatent de nouveau en Libye. L'armée du général Haftar tente de renverser le gouvernement reconnu internationalement à Tripoli. Le peuple libyen vit aujourd'hui dans une grande misère. Avant que je quitte mes fonctions à Tripoli, il y avait 18 milices en Libye. À présent, il y en a plus de 1600. Il n'y a plus de civils. Ils ont quitté la ville. C'est la guerre, mon frère. Ils nous ont attaqués. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La folie libyenne a atteint un stade tel que les Libyens se voient comme des ennemis et s'entretuent. Dans la zone de combat à Tripoli, nous voyons de nos propres yeux la détresse des gens. Le pays est plus divisé que jamais, et tout espoir d'un nouveau gouvernement stable semble perdu. On souffre de la guerre depuis 3 mois, du matin jusqu'au soir. Ils tirent et bombardent 24 heures sur 24. C'est la guerre la plus agressive que j'ai vécue depuis 2011. Ces gens n'épargnent pas les civils, les personnes normales. Ils tuent même les enfants. Ça pourrait déchirer la société tout entière. La pire chose qui puisse arriver
serait que des conflits éclatent non seulement entre les régions, mais au sein de chaque tribu et de chaque famille. Quelles seraient les conséquences? Mon Dieu, si jamais ça arrive, la Libye se transformera en une boule de feu qui pourra se propager dans toutes les directions, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Allez savoir. Nous rencontrons de nouveau Jackie sur un terrain de golf à l'extérieur de Johannesburg. La guerre a de nouveau éclaté. La situation est compliquée en ce moment. Il essaie de rester optimiste, mais c'est un dur revers. Où es-tu? Au trou numéro 9? Les représentants libyens doivent venir ici. Les officiels dûment mandatés. Et c'est ça le problème. Les Libyens sont tellement divisés. C'est très difficile de les rassembler et de les mettre d'accord. Ce n'est pas une situation saine. Ce n'est pas bon du tout. Avec la guerre et les luttes de pouvoir qui gangrènent la Libye, il est devenu impossible de parvenir à un accord. Jackie pense que l'argent est peut-être définitivement perdu. Ses craintes sont renforcées par une rumeur. Zuma aurait conservé l'argent dans un bunker de Nkandla et l'aurait maintenant transféré dans un pays voisin, le Swaziland. Ça fait plus de 5 ans qu'on est sur cette affaire. On ne sait pas comment ça va se terminer. Je dois conclure. Désolé. Comment va Saïf al-Islam? Il va bien. Il est en bonne santé et il vit dans de bonnes conditions. Il se prépare à apporter son aide, si Dieu le veut. En Tunisie, nous rencontrons Eric une dernière fois. Saïf al-Islam vit toujours dans la clandestinité et l'argent reste introuvable. Tout espoir d'un retour de l'ancien régime de Kadhafi semble anéanti. J'ai perdu beaucoup de temps et d'argent. Avant, j'avais une ferme qui me permettait de vivre correctement. L'exploitation a fermé il y a 6 ans. J'ai dû voyager, j'ai passé 800 jours loin d'ici pour accomplir ma mission en Libye et en Afrique du Sud. La réputation d'Eric est en jeu. Visiblement, il ne peut pas se permettre d'abandonner. Les gens avec qui j'ai travaillé rêvaient de toucher 10, 20 milliards. C'est ridicule. Si je suis payé pour mon travail de conseiller, je ne m'estimerai pas en droit de demander au gouvernement libyen des centaines de millions, ni même 10 millions. 5 millions serait plus que suffisant. La chasse au trésor de Kadhafi aura au moins révélé une chose. Cet argent aura fait beaucoup de dégâts. Des politiques corrompus, des gens qui ont tout perdu ou qui sont morts. On a fait une grave erreur en offrant cette commission. Pourquoi pensez-vous que c'est une erreur? C'est de la folie de toucher 10% pour retrouver l'argent. C'est insensé. Ça a attiré beaucoup trop de chasseurs de trésors qui voulaient s'enrichir sur le dos du peuple libyen. La plupart des actifs libyens sont toujours gelés et pas un dollar n'a été rendu. Avec une vraie volonté politique et un bon projet, la Libye pourrait être reconstruite en un rien de temps. On en a les moyens. C'est pourquoi on demande à tous les gouvernements de nous aider à récupérer l'argent.